la recette by Urban Inker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la recette by Urban Inker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Judith. Salut Judith. Salut Rémi. Ça va? Très bien, merci. Ouais, à l'aise pour ce premier podcast? Écoute, c'est une grande première pour moi. Je Eh bah suis contente écoute, bah, d'attaquer cette aventure. bah parfait, je suis très heureux qu'on puisse échanger aujourd'hui et que tu aies pu te rendre disponible. Donc je te répète un petit peu le but de ce podcast pour toi et aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est de mettre en avant des profils atypiques, des personnes qui se sont reconverties, qui n'ont pas eu froid aux yeux de changer de voie pour inspirer et pour donner des conseils aussi à ceux qui sont un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais qui ont peut-être des doutes, des peurs, et donc appuyer des solutions pour passer le pas, tout simplement. Donc on va forcément parler beaucoup de toi, de ton parcours. Donc je te laisse forcément te présenter en quelques mots déjà à ceux qui nous écoutent. Oui, écoutez, moi je suis issue du monde de l'événementiel sportif. J'ai travaillé pendant 15 ans au sein d'organisations d'événements sportifs, comme par exemple la Coupe du monde de rugby, pour le tournoi de tennis Open Park, qui est un tournoi de tennis qui a lieu à Lyon, mais aussi sur des projets autour du basket et notamment sur l'Académie de Tony Parker, sur des fonctions de communication et marketing, donc pendant près de 15 ans de ma vie. Mhm. Et puis, comme beaucoup aussi de gens de ma génération, je crois, j'ai eu un moment envie de changer un petit peu de vie professionnelle. Pas du tout de changer de manière radicale. Je vois pas ça comme une totale reconversion, mais plutôt comme un petit pivotage, un petit pas de côté dans ma vie professionnelle pour continuer à m'épanouir et avoir, j'avais de nouvelles envies de découvrir de nouvelles choses. J'avais fait un petit peu le tour des postures de communication et de marketing dans lesquelles je me suis vraiment éclatée pendant plusieurs années. Mhm. Et j'avais envie d'aller découvrir aussi un petit peu d'autres univers. Et puis, j'avais aussi besoin de retrouver peut-être quelque chose de plus équilibré en termes de gestion de vie de famille et gestion de vie professionnelle. Et donc du coup, j'ai commencé à réfléchir à faire un pas de côté. Je ne savais pas encore comment, quand, lequel exactement. Vraiment un sentiment profond de se dire que je me suis éclatée dans cette vie professionnelle, mais je ne ferai pas ça toute ma vie non plus. Et puis, je me suis orientée vers le design thinking. Mhm. Mais ça n'a pas été un changement rapide. Je suis d'abord passée par la transformation numérique. Parce que voilà, gravitant dans le monde de la communication et du marketing, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été dans le bain du digital, mais formée sur le tas. Mhm. Et puis, du coup, j'avais envie d'avoir un petit apport plus théorique. Et du coup, j'ai fait un diplôme d'université en transformation numérique. Et puis, persuadée aussi que voilà, qu'il y aurait de très belles opportunités à la fois professionnelle, à titre individuel, mais aussi pour les entreprises, pour les structures demain, que prendre le virage du numérique était indispensable et que plein de belles opportunités allaient naître de ça. Et puis ce cursus m'a fait découvrir la démarche du design thinking qui m'a totalement plu et qui pour moi fait vraiment le lien euh, de sens, qui a créé vraiment le sens que j'ai envie de donner à mon travail, c'est-à-dire lier l'humain et le numérique. Et pour moi, ces démarches-là y répondent totalement. D'accord. Et donc là, ça fait combien de temps que tu as fait ce pivot, du coup? Ça fait 1 an et demi que j'ai entamé cette transformation. Mhm. D'abord par un diplôme en transformation numérique et ensuite par une formation en design thinking pour aller plus loin sur cette démarche-là. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'est le design thinking?
Oui, alors c'est pas extrêmement simple de l'expliquer en quelques mots, mais en tout cas c'est une méthode, une démarche, des outils qui permettent d'innover, de co-concevoir des nouveaux produits, des nouveaux services ou de résoudre des problématiques complexes par le collectif et par le collaboratif. Mhm. C'est vraiment des démarches qui sont très appuyées, qui s'appuient sur l'intelligence collective pour trouver des solutions. Donc, soit trouver des solutions à des problèmes, soit pour trouver des solutions innovantes qui nous permettent à des entreprises ou des structures de se positionner, de se différencier sur le marché. Très bien. Du coup, on revient un petit peu sur ces 15 années dans le domaine du sport et du marketing. Donc toi, c'était vraiment une volonté d'aller dans ce domaine-là, du sport, ça te tenait à cœur, ou alors c'était juste par opportunité dès le début de ta carrière et tu as suivi un petit peu ce pas-là? Non, ouais, ça a été tout de suite une volonté. J'ai beaucoup baigné dans le monde du sport en étant enfant, jeune, etc. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de gym, j'étais très impliquée dans mon club, extrêmement impliquée dans plein de choses et associations qui gravitaient autour de ça. Et ça m'a donné envie d'orienter mon parcours professionnel dans le sport. Et du coup, j'ai fait des études en management du sport Mhm. qui m'ont permis, en fait, derrière, de travailler dans ce milieu-là. Il y avait le côté événementiel qui, moi, m'a toujours vraiment beaucoup attirée. Donc, à la fois le sport, mais aussi vraiment l'adrénaline, en fait, que procure l'organisation d'événements. C'est quand même quelque chose d'assez atypique. On retrouve pas ça partout et c'est un vrai moteur en fait professionnel. On Mhm. a une date, une échéance à respecter, on a une obligation de réussite sur l'organisation de tout événement. Et ça rend les choses peut-être un petit peu différentes des vies professionnelles plus classiques. D'accord. Et du coup, tu avais un poste et qui plus est dans un secteur qui te plaisait. Donc, au bout de 15 ans, quel a été le déclic? Question tu t'es posé pour en arriver à vouloir faire ce pivot dont tu nous as parlé? Donc, bah, il y a eu. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a eu un déclic, parce que, enfin, il y avait un peu peut-être des signaux faibles. Mhm. Euh, oui, j'aime mon métier, mais je suis pas prête non plus à avoir ce rythme de vie qui est quand même très exigeant. L'événementiel est très exigeant en termes de rythme de vie. Voilà, après, j'avais deux jeunes enfants. Mhm. Euh, L'envie quand même d'avoir le temps de m'en occuper et d'être, voilà, de ne pas louper les étapes de leur croissance, de pas passer à côté de cette vie de maman. Il y a eu le côté je m'éclate dans l'univers de la communication, mais au bout d'un moment, j'ai pas l'impression, voilà, j'ai l'impression un petit peu de faire du surplace et j'ai envie de voir plus large, plus loin. Et puis, puis voilà, le troisième point, je l'ai oublié. Donc, Pas de ce souci, ça fait point-là, deux je veux points. dire que c'était pas pour moi un déclic en fait, mais enfin, ça a été plutôt une transformation un peu lente. Ouais, Voilà. d'accord. Et du coup, pendant cette transformation, est-ce que tu as eu euh, des moments de doute quand même, à te dire où est-ce que je vais, Tout à qu'est-ce fait. que je fais, ouais. Comment tu as surmonté ces peurs-là ou ces moments de doute? Oui, alors là, je pense vraiment que le doute, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans des périodes de reconversion, Mhm. que ce soit en amont d'une volonté de se reconvertir ou une fois qu'on est engagé dans cette reconversion. Le doute, il arrive très très souvent et c'est un peu les montagnes russes en fait en termes de doute et de morale en fait quand on est en reconversion. On a des moments qui sont extrêmement grisants, où on découvre des nouvelles choses, on sent qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes pour nous, qui peuvent nourrir notre pratique. Fois des choses, des moments qui font extrêmement peur, avec Mhm. beaucoup d'incertitudes. Donc pour y remédier, il n'y a pas de recette magique, hein, chacun fait aussi avec son Bien sûr. tempérament. Moi, j'avais plus le besoin d'être entourée, de pas rester seule,
J'ai fait beaucoup de rendez-vous réseau, beaucoup d'entretiens métiers pour mieux comprendre les métiers des uns et des autres. Et puis, j'ai tenté très vite, c'est le conseil qu'on m'a donné et que je remercie la personne qui me l'a donné, c'était d'expérimenter au plus vite. Ouais. Pas rester dans est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que ça, mais tout de suite passer à l'action le plus vite possible, quitte à ce que ce soit dans un écosystème différent du monde professionnel, dans ma vie personnelle, même avec mes enfants, mes amis, tester des choses dans la vie associative, voilà, mais pouvoir passer tout de suite au test. Et je pense qu'en expérimentant un peu des nouveaux métiers, ça permet très vite aussi de se situer si on est à l'aise, si c'est fait pour nous. Voilà, ça permet d'évacuer certaines questions. D'accord. Et du coup, donc, tu dis d'être entouré, c'est par rapport à ta famille, des amis, des collègues. Comment est-ce que tu en as parlé, toi, beaucoup, ou alors est-ce que tu as fait ça un petit peu dans ton coin? Je dis pas que j'ai parlé de ma reconversion, mais j'ai fait beaucoup de rendez-vous réseau professionnels, plutôt dans ma sphère professionnelle, sur lesquels j'ai beaucoup puisé en fait de l'information sur les gens, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aiment dans leur job, sur comment ils font leur métier, voilà. Et c'est beaucoup dans des rendez-vous réseau ou dans des rendez-vous métiers que j'ai puisé ça. D'accord. D'accord. Et donc là, à l'heure actuelle, Dans ma sphère professionnelle, évidemment, Bien sûr. évidemment, je suis ravie et merci à ma famille de m'entourer et d'accompagner mon chemin là-dessus, sur mon chemin de reconversion. Pour moi, c'était une évidence en fait qui m'accompagnerait, quel que soit mon parcours et mon chemin. Mais c'est vraiment, je suis allée puiser beaucoup de connaissances dans plein de gens et de profils différents. D'accord. Et donc là, tu as un statut freelance, il me semble. Oui, c'est ça. Tu as aussi auparavant été salarié. Quelle différence est-ce que tu vois entre ces deux statuts? Bah, c'est forcément extrêmement différent. Alors moi, j'ai la chance d'avoir déjà testé le statut de freelance en communication il y a une dizaine d'années. Mhm. Donc, du coup, j'avais ce confort quand même de déjà connaître les avantages et les difficultés de ce statut. La différence, hein, c'est que on n'a pas de patron qui nous demande et qui exige des choses. On peut croire que c'est un avantage, mais c'est surtout une difficulté, je trouve, parce qu'on est son propre patron et il faut être exigeant avec soi-même, c'est-à-dire que il ne faut pas reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, etc. Mhm. Si, voilà, donc le fait de ne pas avoir de manager ou d'ordre parfois peut être un point de difficulté. Après, il y a un énorme avantage, c'est ce sentiment de liberté aussi, vraiment de pouvoir adapter son emploi du temps, ses rendez-vous, ses horaires de travail avec son quotidien. Mhm. Et en particulier quand on est maman, je pense, ou quand on a voilà, une vie de famille à gérer, c'est vraiment cool de pouvoir se dire que on peut aller chercher ses enfants à l'école ou que voilà, on est en capacité de temps en temps, par exemple, d'accompagner une sortie scolaire qu'on n'aurait pas pu faire en étant Ouais. salarié, ou alors il aurait fallu poser un jour, Mhm. etc. Voilà. Donc ça offre vraiment ces avantages-là de liberté par rapport à ça, de gestion, et à la fois cette difficulté parfois à se remotiver seul et à être exigeant avec soi-même pour avancer et faire avancer les choses. Mhm. Donc des avantages et des inconvénients. Donc c'est un choix pour toi d'être parti sur la partie freelance ou alors la partie design thinking, il y a des postes aussi qui existent en CDI. Alors, je pense que la posture en fait de design thinking que j'appelle moi plutôt innovation collaborative, parce que je Mhm. pense que le collaboratif est vraiment au cœur de cette démarche et c'est ce qui m'attire là-dedans. Mais je,
la posture d'être quelqu'un d'extérieur à une structure me paraît vraiment une valeur ajoutée Ouais. dans sa manière d'intervenir. Voilà, même en étant je pense qu'il est vraiment plus facile et plus cohérent d'intervenir en étant un élément externe. Alors après, il y a des postes de salariés qui sont plutôt des postes un peu de consulting où on intervient dans des entreprises tout en ayant un statut de salarié. Et quel type de projet, quel type d'entreprise tu accompagnes au quotidien? J'imagine que ça doit être assez varié. Alors, ça peut être assez varié, oui. À la fois, j'ai accompagné une entreprise de services numériques. Bizarrement, pas du tout sur du service numérique. Donc, alors là, finalement, elle avait toutes les compétences pour aller sur ce terrain-là. Mais sur une innovation managériale, sur comment l'innovation collaborative peut se mettre au service de problématiques internes. Et voilà, on a travaillé sur comment, en fait, des collaborateurs qui, du coup, sont placés en externe chez le client peuvent continuer à être motivés pour développer l'entreprise employeur qui est l'ESN. Donc, on a fait tout un travail, mis en place une équipe et permis d'amener des choses nouvelles, en fait, dans leur manière d'organiser l'entreprise et d'organiser le management. Donc, voilà, on peut intervenir, en fait, sur des univers très différents avec ce genre de démarche et pas uniquement sur du service numérique pur et dur. Et c'est ça qui était assez intéressant et créatif quelque part avec cette mission. Voilà, mais je peux aussi intervenir par exemple auprès de Elle Digital, qui est une association que Urban Linker connaît bien. Oui. Vous en êtes partenaire, je crois. C'est ça. Et pour Elle Digital, on travaille aussi avec ce genre de démarche pour co-construire un parcours justement de reconversion vers le numérique, où on travaille à construire quelque chose qui permette aux femmes de faciliter une reconversion dans le domaine du numérique. D'accord. Donc, sujet assez intéressant et d'actualité à l'heure actuelle. Tout à fait. Je reviens donc plutôt là sur la globalité de ton parcours. Quel est le plus grand défi que tu aies dû relever? Dans ma reconversion? Dans ta reconversion, dans ton parcours, de façon assez globale, hein, des choses où tu étais un petit peu pas dos au mur, mais où c'était une période où tu as dû vraiment mettre en avant certaines qualités que tu as et pour t'en sortir. J'ai organisé un très gros événement. C'était un événement plutôt privé, enfin pour des partenaires privés. Pour des raisons totalement externes, à une semaine de l'événement, la date de l'événement a dû être changée. D'accord. Voilà, donc là, par exemple, ça, c'était un énorme défi. J'imagine. Repartir d'une feuille blanche pour reconstruire l'ensemble d'un événement, puisque du coup, les prestataires n'étaient plus forcément disponibles, etc. Donc, on repartait presque un peu à zéro. On avait une image globalement du déroulé, mais il a fallu repartir quasiment à zéro sur l'organisation de cet événement, alors qu'on était à quelques jours de l'événement. Donc ça, c'était un très, très gros challenge et un très gros défi. Et pour le résoudre, il a fallu du sang-froid. J'imagine. Pour se reposer tranquillement et reprendre un petit peu de distance par rapport au projet. Et puis ensuite, derrière, des grosses capacités de travail et remobiliser l'ensemble des acteurs pour remettre en place une journée événementielle dans un temps extrêmement serré. Bon, j'imagine que ça s'est bien passé à la fin. Et à la fin, ça s'est super bien passé. J'avoue que j'ai eu peut-être beaucoup de chance, mais pas que. Du travail aussi. Mais, oui. Faut provoquer la chance. C'était une belle réussite, tout à fait. Une récompense, du coup. Super. Petite question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Alors, quand j'étais petite, je voulais être Ah, tu m'as dit Instit? institutrice, oui. D'accord, ok. Voilà, j'avais envie de. Mais en fait, je crois que il y a beaucoup d'enfants, je crois, qui ont cette envie-là. Mhm, Euh, En fait, quand j'étais petite, je connaissais pas en fait le milieu de l'entreprise et il n'y avait pas grand-chose. En fait, ouais, je trouve que c'est une vraie difficulté pour les enfants et pour les jeunes surtout de s'orienter dans la vie professionnelle. mhm. Et voilà, je pense que je voulais être instite parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de métiers que je voyais, que je connaissais au quotidien. Ouais. Voilà. Et puis aussi avec l'envie de transmettre. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'est resté. Envie de former. D'ailleurs, je fais de la formation aussi en design thinking Ouais. parce que j'aime transmettre et planter des graines voilà, par la formation. Mhm. Très important de transmettre les savoirs, surtout par des personnes passionnées comme toi, où il y a vraiment du sens quoi, qui est donné aux informations transmises. Dernière question avant de te libérer, si tu avais un ou plusieurs conseils hein, pour toutes les personnes qui sont ou qui aimeraient faire un pivot dans leur carrière. Et bien déjà, rencontrer du monde, ne pas hésiter à oser. Voilà, oser aller vers les autres, oser aller vers des univers que vous connaissez pas, voilà, oser aller explorer, prendre rendez-vous, écouter les gens, et puis expérimenter. Dès que vous apprenez quelque chose de nouveau, trouver un petit univers où vous pouvez expérimenter sans vous mettre en danger, avant de pouvoir faire le grand saut. Et ben voilà. Et ben écoute, merci beaucoup Judith pour ton témoignage. J'ai Merci à plus qu'à toi. te souhaiter une bonne aventure du coup dans tes futures missions. Merci. À Merci bientôt. Rémi. À bientôt.